Bonjour à toutes et à tous. Je me présente d'abord, donc Fabien Cosnech, directeur technique national de Cogedim, marque du groupe Altarea. Et plus précisément, je m'occupe des nouveaux modes constructifs et de la RSE chez Cogedim. Donc cet après-midi, je vais vous parler du hors-site, un levier pragmatique pour construire mieux. Et cette présentation, je vais m'appuyer du coup en grande partie sur notre expérience chez Cogedim du hors-site, notre retour d'expérience et de nos ambitions. Hop, ça marche. Alors déjà, pourquoi s'intéresser au hors-site? On a identifié 5 raisons chez Cogedim pour d'adopter le hors-site. La première, c'est on constate une perte de technicité généralisée. Effectivement, on a les compétences qui s'érodent sur nos chantiers. J'en veux pour preuve une étude qui a été publiée récemment, menée par l'OCDE, qui montre que entre 2020 et 2000, en 20 ans, 19% il y a une perte de productivité de 19% dans le secteur du bâtiment, dans la construction. Et ça, on le constate tous, notamment par nos plannings chantiers qui s'étendent. La moyenne qu'on avait, c'est dans les années 2000, pour faire 80 logements, on mettait 18 mois. Aujourd'hui, le délai standard il est 24 mois. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème. Le deuxième point concerne plus spécifiquement Cogedim. On a une compression de nos coûts, c'est-à-dire dans les 4 dernières années, la valeur moyenne de nos appartements est passée de 350 000 euros à 280 000 euros. Or, un promoteur structure son organisation par rapport à son nombre de logements produits. Et d'ailleurs, on le voit bien, les classements annuels des promoteurs, c'est toujours par nombre de logements produits. Et ça, à ISO, du coup, volume produit, on a dû gagner en rentabilité, on va dire, on a dû être plus efficace en fait pour pouvoir générer le même niveau de chiffre, le même niveau de bénéfice par rapport au nombre de logements produits. Et un des leviers pour pouvoir aller gagner en rentabilité, c'est le délai de nos chantiers. Et clairement, le hors-site est une des réponses en fait hyper efficaces sur cette amélioration de rentabilité. Le troisième point, c'est les 4 ans d'industrialisation des conceptions qui est le fruit, qui est le corollaire, on va dire, de la crise qu'on a eue. Donc ça n'a échappé, je pense, à personne, mais ces dernières années ont été compliquées pour la profession et nous, on a massifié l'énergie, toute la bande passante qu'on avait de nos architectes internes, de nos ingénieurs, pour industrialiser nos conceptions. Et du coup, la suite logique de ça, c'est l'industrialisation en fait, de nos réalisations. Ensuite, le bas carbone. Le bas carbone, là, on est dans un sujet réglementaire. On en a parlé dans les différentes interventions qu'il y a eu précédemment. Là, on est à mi-chemin entre le critère 25 et 28. L'enjeu, nous, pour un groupe comme le nôtre, c'est de se préparer pour l'évolution réglementaire. Le critère 28 qui arrive à grands pas. Et le hors-site est vu aussi comme un des éléments pour pouvoir aller atteindre ce critère 28, même si il faut être vigilant, et ça, je vais plus détailler par la suite ce point-là. Et la tendance internationale, qu'on regarde beaucoup, faut avoir à l'esprit ce qui se passe chez nos voisins et confrères. La France aujourd'hui, ça représente il y a 5% de la production en France qui est dite hors site. Alors, il y a 2 chiffres qui se baladent, 5 et 8%, mais on va retenir le 5%. Il y a une tendance de fond, donc là ça c'est la photographie, mais il y a une dynamique qui est importante et on observe chez tous nos voisins un accroissement de cette part de hors-site. Là j'ai pris 3 autres pays, donc l'Allemagne où on est aujourd'hui à 20% de hors-site. Bon là on a une culture industrielle qui est forte, qui alimente beaucoup les chantiers. La Suède, ils sont à 50%. La Suède, ils ont 2 critères spécifiques. Et bien à eux, c'est ils ne peuvent pas couler du béton toute l'année à cause des périodes de froid, notamment les intempéries. Donc du coup, ils ont dû délocaliser une partie de la production de chantier en usine. Et le deuxième point, c'est qu'ils ont une industrie du bois extrêmement forte là-bas, qui fait que et le bois est par nature hors site. Et du coup, ils arrivent à développer 50% de projets hors site. Et enfin, Singapour, qui est un peu un exemple pour nous, la SG à 100%. Là, on est dans un sujet de contraintes réglementaires là-bas où il est quasiment impossible de pouvoir construire sans être hors site. Et c'est un exemple assez intéressant. J'aurais pu parler de l'Espagne, qui est plus proche dans la manière de produire que la France. C'est un pays où il y avait absolument aucun projet hors site il y a à peine 10 ans, et aujourd'hui, qui est en train de rattraper la France pour tout un tas de sujets. Et on voit bien qu'il y a une tendance de fond en fait, à l'international sur ce hors site. L'hors-site est différent du 3D. On associe toujours l'hors-site en se disant hors-site égale modulaire.
Nous, on n'est pas d'accord sur cette approche-là. Notre approche, c'est plutôt la valeur et dans l'association de briques 2D. On a 4 principes pour choisir le bon niveau d'hors-site. Le premier, ce que l'on va appeler le piège du full 3D, c'est il faut bien identifier l'industriel avant de lancer notre opération en fonction de sa distance et sa capacité à nous livrer avec un coût maîtrisé en fait notre opération. On a l'habitude, nous dans nos consultations, quand le prix du transport d'un spire-morgue, on est entre 20 euros du mètre cube transporté à 100 euros. Bien sûr, ça dépend de la distance qui est fournie, de la capacité du camion à faire plusieurs tours en fait dans la même journée. Si j'ai des modules comme on le voit sur la photo de droite où j'ai beaucoup de vide en fait à transporter et que j'ai un transport qui me coûte 100 euros du mètre cube transporté, je comprends qu'il va y avoir une difficulté forte à avoir une cohérence économique. Donc du coup, le hors-site modulaire 3D, il faut faire attention, il y a quand même des sujets qui ne sont pas neutres, notamment avec tout l'écosystème industriel qu'il y a autour du chantier, là où on produit. Le deuxième, c'est le carbone. Le carbone, on comprend aussi pareil avec la photo de droite, quand j'empile en fait des cubes, je me retrouve avec une accumulation de matière qui est inhérente, qui est inévitable. C'est-à-dire je vais avoir un plancher et un plafond, là où je vais avoir qu'une seule dalle de coulée. Et pareil, j'ai la multiplicité des porteurs, ou dans un bâtiment de logement, je vais avoir des porteurs plutôt tous les 4,50 m, 5 mètres. Là, c'est le gabarit routier qui va me contraindre, donc je vais avoir des porteurs tous les 2,50 m, 2,75 m, donc ce qui fait que je vais multiplier en fait ces porteurs. Pour pouvoir gérer le sujet carbone et notamment le critère d'essai construction au niveau de la RE, je vais introduire une partie biosourcée. Même si aujourd'hui le sujet de la RE n'est pas extrêmement contraignant sur le critère 25, qu'on se le dise. Je sais qu'il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de gens ont crié avant, mais on n'a pas révolutionné notre manière de construire. On peut le voir chacun sur ce qui est construit en ce moment. J'ai pas la même approche sur le critère 28 et le critère 31 encore moins. Donc autant aujourd'hui c'est pas un sujet éliminatoire le critère RE pour l'approche full modulaire, full béton, mais on va avoir des enjeux plus forts, plus contraignants sur la partie dès qu'on va atteindre les critères 28 et 31. Pour nous, le ratio décisif dans le choix de décision, c'est la valeur ajoutée sur le volume transporté. C'est un peu le schéma qui est présenté, qu'on a essayé de présenter en bas à droite. L'exemple typique, c'est la salle de bain Préfa. La salle de bain Préfa, j'ai une technicité, une valeur ajoutée qui est très dense par rapport au volume transporté. Ça, c'est des équipements sur lesquels nous, on a une conviction forte et on voit que le monde de demain, en tout cas dans le logement, sera fait par une installation vraiment beaucoup plus dense de salle de bain Préfa. Le 5D, nous on parle souvent de 5D, c'est-à-dire la combinaison de 2D structurel et 3D ciblé. Pour nous, c'est là que se trouve l'optimum. Cependant, il y a quand même des verrous qui restent à faire sauter. On en a identifié 5 freins structurels à lever pour massifier le hors-site. Le premier, c'est la conception trop tardive, c'est le verrou numéro 1. On ne peut pas concevoir une opération hors-site 3 semaines avant de la lancer en chantier. Ça n'existe pas. Qui plus est, mon permis de construire, par exemple si je pars en modulaire, je vais avoir un pas d'étage plus élevé, donc je vais avoir un impact sur mon permis de construire. Donc la conception doit être faite au bon moment. Dans ma chaîne de production d'une opération, il faut que je puisse décider très tôt si je pars en hors-site, ma quantité de hors-site et mon taux de hors-site, et d'accompagner, d'intégrer dans ma phase de conception des industriels. Le deuxième point, c'est l'allotissement par usage plutôt que par corps de métier. Alors, cette phrase est un peu compliquée, mais ce qui est dit derrière cette phrase, c'est on a l'habitude de traiter le lot électricité, le plomberie, menuiserie intérieure, etc. Or, là, l'idée, c'est plutôt traiter par usage, donc un lot salle de bain Préfa, un lot gaine technique, etc. Ça, c'est pas une idée qui vient de nous, que j'ai dit, c'est suite à des échanges assez fournis qu'on a eu avec les chantiers de l'Atlantique, donc qui est une très belle entreprise française qui est située à Saint-Nazaire, qui produit des paquebots de croisière, principalement pour l'hôtellerie américaine. Et quand on les observe, leur manière de... Pourtant, ils ont les mêmes lots que nous, c'est-à-dire ils ont des électriciens, des plombiers, etc. etc. Ils fabriquent des villes de 9000 habitants avec l'usine de production électrique, l'hôpital, les salles de cinéma, de spectacle, les patinoires, etc. etc. En moyenne, 1 milliard de coûts travaux, tout ça entre 12 mois et 16 mois. Et ça rend très humble quand on regarde nous ce qu'on est capable de faire dans notre profession. Du coup, on a beaucoup échangé avec eux pour comprendre. Et ça, ils ont réussi à le faire, à écraser la concurrence, parce qu'ils ont pris un virage hors site. Or, eux, c'est pas le chantier de l'agrume, c'est ce qu'ils appellent la cale sèche. Ils ont extrait un maximum de productivité de la cale sèche pour pouvoir l'industrialiser sur les partenaires, les salles de bain Préfa, etc. Typiquement, leurs salles de bain sont toutes Préfa là-bas.
Et l'idée, c'est d'essayer de trouver les points communs qu'on pouvait mettre en avant et du coup adapter à notre manière de penser. Et en tout cas, j'invite tout le monde dans cette salle à aller les rencontrer parce qu'ils sont hyper intéressants. Troisième point, qui est le modèle VEFA et financement adapté. Bah, comme vous savez tous, hein, le modèle VEFA, donc, on a des appels de fonds qu'on peut mobiliser en fonction de l'avancement de notre opération, avec des maximums, donc en fonction de si c'est la fin de gros offre, fin de fondation, etc., etc. Ce qui fait que, d'ordinaire, dans un chantier traditionnel, j'ai une courbe de trésorerie qui se croise au moment du hors d'eau, hors d'air. Là, si je viens beaucoup plus investir en fait dans ma phase amont, je vais avoir une courbe de trésorerie qui est plus la même et du coup, je vais avoir des frais financiers plus dégradés. Du coup, le quatrième point est là aussi pour pouvoir corriger le troisième point, c'est le lean. Si je fais du hors-site sans gagner de délai, clairement, il y a un sujet, nous, de rentabilité qui est fort. Donc, du coup, le lean, hein, qui est une démarche de management de projet, nous, ce qu'on constate, c'est quand il est associé à une démarche hors-site, c'est là où on coche toutes les cases. Culture et formation, le verrou le plus sous-estimé. Donc là, on pense surtout à nos architectes et bureaux d'études. On a le béton et la construction traditionnelle nous a introduit dans une zone de confort. Ça, bon, on a l'habitude de l'entendre ces derniers temps. Quand on regarde un DCE aujourd'hui d'une opération classique en traditionnel, elle est quand même nourrie de tout un tas d'indéfinitions qui est assez surprenant. Mais on n'a pas besoin de plus de définitions, de savoir comment on garde le corps est positionné, il est fixé. Les deux traits qui ne sont pas définis, en fait, on sait ce qu'on va faire. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire plus. En hors-site, on change complètement de paradigme. Et là, ça, c'est l'effort le plus important, à mon sens, qui est à fournir par notre profession. Cibler les bons projets et maximiser la valeur. 4 principes pour maximiser la valeur du hors-site. Donc, c'est cibler les composants qui fonctionnent bien. On en a indiqué 5 là sur la droite. Les salles de bain préfa, j'en ai parlé. Les gaines techniques préfa, les façades, les prédales, les poteaux bois. Ça, c'est ce qu'on retrouve. Hein. C'est notre menu à nous, hein, qu'on retrouve assez régulièrement. 20% de hors-site, c'est le seul structurant. 20% de hors-site, c'est le pourcentage de coûts travaux d'une opération globale. On se rend compte qu'au-dessus de 20%, on bascule en fait sur une sensibilité beaucoup plus forte. Donc on est plutôt d'ailleurs aux alentours de 10 à 20% en fonction du nombre d'éléments qu'on prend dans le menu qui est à droite. Mais on arrive à aller jusqu'à un 30% de hors-site. Je crois que c'est quasiment le maximum qu'on sait faire dans une opération de logement. Là, quand on bascule en full modulaire, on a une opération comme ça du côté de Grenoble. Le bon sens constructif, le poteau-poutre, le poteau-dalle, bon, bah, ça c'est déjà du hors-site, hein, c'est des modes constructifs qui étaient déjà très répandus dans les années 80-70. Bon, on voit qu'il y a une réintroduction de ces modes constructifs. Et là, bien sûr, on parle hors-site. Le quatrième point, c'est un peu la conclusion de ce que je viens de dire juste avant, c'est que le hors-site, c'est un outil pour nous, mais pas un objectif en soi. Dans la deuxième partie du coup de ma présentation, bah, c'est un peu la preuve par l'image. Je vais vous parler d'une opération à Bordeaux, Art de Vivre, l'industrialisation de l'acte de construire. Ces 3 plots réalisés en une seule tranche, dans lequel on a déployé exactement ce que je viens de vous dire juste avant, c'est-à-dire les salles de bain préfabriquées, des gaines techniques, des façades, des prédales, poteaux bois, qui sont les briques à fort ratio valeur-volume. Elles sont reproductibles et maîtrisées industriellement. L'opération prévoit la réalisation de 369 logements, 205 chambres étudiantes sont en cours de livraison en ce moment, 164 logements locatifs intermédiaires et un centre sportif qui seront livrés à la rentrée. C'est une conception 5D. Depuis les premiers coups de crayon, un gros œuvre en 2D horizontale et verticale, une répétabilité assumée au service d'une architecture et des salles de bain préfa, intégrées dans le cycle. Un planning qu'on a amélioré de 6 mois pour une livraison en 18 mois. Nous, ce qu'on constate, hein, c'est si on n'est pas capable de gagner au moins 25% de gain planning sur une opération quand on bascule hors site, on arrive peu ou prou à retrouver un équilibre économique. Ça, c'est ce qu'on observe notamment sur ce qu'on a observé notamment sur cette opération. C'est un petit exemple, on a pris une des planches du carnet de détail de l'architecte, c'est la photo de gauche. C'est un élément de façade, donc on est sur les façades, c'est du béton teinté dans la masse qui arrive directement sur place, fini, qu'on ne vient pas retraiter, ce soit en partie en ravalement, qu'on ne vient pas retravailler avec un seuil qui est coulé en place, etc., avec une fenêtre qui va s'intégrer directement sur place. Donc on est sur une conception qui est directement exécutable et qui ne laisse pas en fait d'approximation.
À droite, c'est les balcons préfa qui sont, j'aurais dû vous mettre la planche à côté des balcons préfa, mais qui sont vraiment le copier-coller de ce qu'on a pu concevoir au niveau de la planche de l'archi. Enfin, pour moi, le hors-site, et j'en ai pas parlé juste avant, c'est avant tout la qualité. On parle beaucoup de planning, de gain planning, mais là où on voit un vrai gap, c'est surtout sur la qualité. Bon, là, j'ai pris des photos assez ciblées, qui sont les photos des nœuds qu'on a l'habitude de retrouver quand on est en traditionnel, qui sont des nids à réserve. Et quand on voit la différence de qualité, quand on travaille sur des éléments hors-site ou sur des éléments dits traditionnels, on n'est vraiment pas dans la même division d'un point de vue qualité. Et pour Cogedim, c'est un élément qui est extrêmement important et c'est un des sujets qu'on va déployer avec l'usage massif de salles de bain préfa, notamment pour améliorer la qualité de nos opérations. Et c'est bon, du coup, ouais. Mais j'avais noté 20 minutes, donc 5 minutes de questions. C'est ça, non? Ok, bon bah, s'il y a des questions. Ce qui m'intéresserait de voir, c'est comment est-ce que vous... Pardon. Oui, merci. Donc Jérôme Rouge, conseiller en logistique de chantier. Ce qui m'intéresserait de voir, c'est comment vous appréhendez la partie clause et contractuelle pour être sûr que sur vos projets, il y ait bien du hors-site qui soit réfléchi. Moi, j'ai suivi un peu ce qui s'était fait à Chapelle-Charbon avec un avant-projet. Est-ce que, par exemple, c'est une méthode que vous utilisez ou est-ce que vous voyez d'autres clés en matière de contractualisation et d'anticipation? Alors, sur nos opérations, on voit plusieurs stades contractuels en fait, qui sont modifiés. Déjà, avec nos bureaux d'études et nos architectes, la loi MOP, qui certes qui ne s'applique pas aux contrats de maîtrise, en maîtrise d'ouvrage privé, mais on s'en inspire énormément, elle est très peu adaptée dans son niveau de définition en fait, par rapport aux différentes étapes de l'acte de concevoir. Donc clairement, c'est des contrats qui sont spécifiques en fait, dans la partie conception. Là, je suis vraiment en amont, avec une écriture contractuelle des contrats, où on avance un peu en marchant, mais on commence à avoir en tout cas une bonne conviction sur comment décrire le niveau de définition qu'on doit atteindre, notamment pour le dépôt des permis de construire, qui sont un élément clé. Qui plus est aujourd'hui avec le carbone, où on sait qu'on fiche 70% de carbone au moment du dépôt de permis de construire. Donc on a vraiment ce stop and go hyper important. Sur la partie après exécution, et notamment au moment de l'appel d'offres, tout dépend après de quel taux d'industrialisation on met. Les salles de bain préfa, on a différents acteurs typiquement qui s'offrent à nous, entre ceux qui fournissent et qui posent, ceux qui fournissent tout seuls et qui font poser par des prestataires extérieurs. Alors je ne parle pas de quand on est dans l'entreprise générale où là on est dans un niveau de confort où je pense qu'on ne se pose pas beaucoup de questions. Tout est inclus dans le package. Clairement, nous, on n'a pas encore réalisé une sorte de fourniture et pose séparée de j'achète un industriel et je fais poser par un corps de métier différent. On n'est pas encore rentré dans ce niveau-là. On va le rentrer, je pense, l'année prochaine, au vu de nos ambitions sur notamment les éléments techniques préfabriqués et notre ambition de réaliser une grosse partie de notre production ainsi. Et ce chantier-là, on est en train de l'appréhender, nous, en interne. Aujourd'hui, quand on dit qu'on travaille par lot, par allotissement, par usage, pardon, pas par allotissement, du coup, on a des lots, salle de bain préfa. Et j'ai un fabricant qui fait à la fois la fabrication et à la fois la pose. Donc du coup c'est beaucoup plus simple d'un point de vue contractuel. Ceci étant dit que ça change quand même beaucoup les interactions entre les lots, entre où s'arrête un tel, où commence l'autre, etc. Donc il y a quand même une grosse phase en fait en amont. Mais ça, les industriels savent très bien nous accompagner là-dessus. C'est pas forcément nos maîtrises d'œuvre, notre bureau d'études de fluides, etc. qui ont les bons réflexes, mais c'est plutôt nos industriels qui arrivent. Typiquement, il y en a un avec qui on travaille, qui travaille beaucoup avec les chantiers de l'Atlantique, qui est arrivé avec tout son package de solutions en disant moi, l'électricien, il faut lui écrire ça dans son CTP, etc. Ce qui fait qu'on introduit des industriels clés vraiment en amont dans notre conception. Je ne sais pas si ça répond complètement à toute la question. Est-ce que c'est aussi bien valable sur les marchés privés que sur les marchés publics ? Alors, malheureusement, heureusement, je suis plutôt marché privé. Du coup, j'aurais du mal à répondre à la question sur les marchés publics. Intuitivement, j'aurais tendance à dire non, mais sans certitude absolue, quoi. C'est intéressant parce que sur Chapelle-Charbon, ce côté avant-projet,
Ouais, bah, oui, ça c'est évidemment. Venant d'une boutique Orange avant, je vois bien que la on avait beaucoup de projets ainsi, hein, on avait beaucoup de sujets d'innovation, etc. Avec des bailleurs, on avait la salle de bain préfa, on l'a vu juste sur la présentation d'avant, hein, donc ils sont beaucoup plus innovants sur ces sujets-là, beaucoup plus en avance de phase que le marché privé. L'entreprise générale, c'est clairement là où elle a toutes ses clés, quoi. Ouais. Merci pour la présentation. J'avais une question sur Art de Rive. En fait, les panneaux préfa arrivaient isolés ou pas? Sur le chantier de Bordeaux, c'est ça? Oui, Bordeaux. Ils n'étaient pas isolés. On a fait une isolation par l'intérieur. Alors, ce projet il était soumis à la RT 2012. Donc, du coup, on n'est pas sur les mêmes enjeux, etc. Donc, même si sur les impacts des BBO, c'est pas... Nous, aujourd'hui, on a très peu de chantiers qu'on réalise, même RE25, avec des isolations par l'extérieur. Donc, on voit que ce sujet-là, il est... c'est pas, l'ARE égale pas isolation par l'extérieur, mais ce chantier était RT 2012. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les équipements de façade ont été posés, clavetés ensemble les uns avec les autres. Il y a une isolation intérieure qui a été rajoutée en doublissimo classique, en fait. Hein. Donc là-dessus, c'était extrêmement classique. Mais on aurait de toute manière dû les doubler parce que la limite quand même de la préfabrication, notamment en béton, c'est qu'on ne sait pas incorporer l'ensemble des équipements électriques et les autres corps d'état technique. C'est trop compliqué. On préfère toujours contre-doubler en fait, pour pouvoir passer notre câblerie, quoi. Alors en fait, il y a une solution avec une entreprise qui s'appelle Wallop, qui fait du béton de chanvre et qui introduit effectivement tous ces équipements à l'intérieur. C'est-à-dire que le panneau 2D arrive équipé, isolé, et on n'a plus qu'à claveter les uns. C'est un cadeau, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est intéressant. Moi, j'ai fait une opération de 80 logements pour le Crédit Agricole en béton de chanvre avec Wallop, et on gagne un temps incroyable. C'est un sujet qu'on regarde, nous, surtout pour le sujet du confort d'été, parce que c'est une solution qui est hyper performante, les parois extérieures en béton de chanvre. On n'a pas d'opération en lancement, quoi, même en étude, hein, avec cette solution-là, mais c'est des sujets qu'on regarde beaucoup attentivement. Hein. Il y avait une question, là. On va dire que nous, nos ambitions, on est à 2000 logements sur les 9000 produits. D'accord, c'est notre ambition sur 2027. Alors, en fait, c'était une de mes premières slides quand on parlait de l'industrialisation de nos conceptions. Hop, là, c'est là. Le point 3. On a des plans types. On a des bâtiments types, et en fait, ces bâtiments types, la conclusion de ces bâtiments types, c'est par exemple, j'ai 3 salles de bain identiques, 3 salles de bain différentes, pardon, qui se déploient sur tous ces bâtiments types. Et du coup, c'est vraiment la mise en déploiement de ces conceptions types qui me permet de pouvoir y adosser l'industrialisation. Moi, le ratio que j'avais avant, c'était dès que je dépense plus d'une salle de bain tous les 10 logements différentes, en fait, je commence à déraper et du coup, il n'y a pas de cohérence économique. Donc, du coup, c'est vraiment... on aurait eu les mêmes échanges il y a 4 ans sans plan type, sans tout ça, en fait, ça serait resté marginal. Là, on voit bien que nos bâtiments types, c'est l'ordre de grandeur, hein, c'est 20% de notre production. C'est pour ça que notre ambition, c'est d'accaparer, en fait, là, on produit avec ces bâtiments types, c'est dans toute la France. Et de pouvoir y plugger et nous brancher l'industrialisation. Si, c'est ça. En fait, là, c'est ce qu'on est en train d'établir cette année avec un contrat cadre national par typologie, gain préfa, etc. et qu'on déploie après derrière, quoi. Ouais. Merci de... Ah bah, en qualité, clair. Alors, la gaine technique, j'ai envie de dire que c'est caché, donc du coup, il y a la qualité perçue. Hein. Il y a deux notions. Hein. Ah bah franchement, moi, je trouve que c'est sans commune mesure. Moi, la salle de bain préfa, qui est ce que je vous ai montré en dernière photo, là, y compris les gaines techniques, que ce soit sur la fixation des nourrices, etc., on n'est pas du tout dans le même univers de qualité, clairement. C'est un énorme gap. Hein.
Merci